Depuis plus de 15 ans, nous aidons des centaines de personnes dans les domaines de l'action, de l'investissement, de l'immigration et de l'installation en Nouvelle-Zélande. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'être avec Julie Mariozzo, qui va nous présenter les évolutions récentes de l'immigration néo-zélandaise et plus particulièrement la skill migrant catégorie. Pour des raisons légales, je te dois vous préciser que ce webinaire est filmé et enregistré. Voilà. Je vais laisser la parole à Julie. Si vous avez des questions, il y a un chat qui est disponible où vous pouvez poser des questions et le webinar sera disponible ensuite en vidéo. C'est bien ça, Julie? Je ne me suis pas trompé? C'est ça. Non, tu t'es pas Merci, trompé, Julie. c'est parfait. Voilà, vous pouvez poser vos questions et on y répondra à la fin. Normalement, on a prévu un temps pour répondre à vos questions. Voilà, ben, du coup, je me présente rapidement. Je m'appelle Julie Mariuzzo, je suis conseillère en immigration agréée par le gouvernement néo-zélandais. Je travaille pour New Zealand Services depuis 2014 et je suis conseillère en Wow. immigration depuis, ouais, depuis 2019. 2019. Wow. Voilà. Avant ça, je travaillais déjà avec, enfin, du coup, sur la partie immigration avec Philippe, donc j'ai à peu près, enfin, voilà, depuis, à peu près depuis 2017. Du coup, voilà, j'ai quand même un petit peu d'expérience, quasiment 10 ans d'expérience déjà dans l'immigration. Je suis maintenant basée à Toronto, mais voilà, je voyage entre la Nouvelle-Zélande et Toronto, et là d'ailleurs, je suis à Auckland. Voilà. Alors, hop. Voilà, je me suis présentée et donc on travaille aussi avec Tatiana Elvery qui est aussi conseillère en immigration et qui a rejoint l'équipe en 2021. Alors, je vais d'abord faire un petit point du coup sur la Nouvelle-Zélande, les avantages voilà, principaux d'un projet d'immigration en Nouvelle-Zélande. Donc, je pense que voilà, tous ceux qui sont intéressés a priori savent que la qualité de vie en Nouvelle-Zélande est incomparable. Voilà. Enfin, donc, j'habite au Canada, je peux vraiment témoigner du fait que la Nouvelle-Zélande, la qualité de vie est quand même vraiment incroyable. C'est un pays qui est hyper safe, reconnu pour sa faible criminalité, sa stabilité politique. Donc voilà, un pays où on se sent vraiment en sécurité, où on se sent facilement intégré. Enfin voilà, c'est un pays qui reste très agréable à vivre. Et c'est un pays très bien pour les enfants aussi. Pour les Oui, enfants, c'est quelque chose qui est absolument fantastique. À chaque fois qu'on a des parents qui vont visiter les écoles, ils veulent tous revenir à l'école en Nouvelle-Zélande. voilà. Donc, du coup, sur le sujet de l'école, il y a un système éducatif qui est voilà, assez performant et qui est du coup, par rapport au système français, vraiment bienveillant et respectueux des différences entre les enfants. Donc, c'est voilà, quelque chose qui revient souvent, en tout cas, moi, avec mes clients, c'est une des raisons principales pour lesquelles les gens avec des enfants souhaitent immigrer en Nouvelle-Zélande. Pour les gens aussi qui sont sans enfants ou avec, en tout cas, il y a un très bon équilibre vie privée, vie professionnelle, puisque ici, alors, bien que les semaines typiques soient d'environ 40 heures, c'est pas du tout rare que les gens voilà, puissent aménager leurs horaires en fonction de leur vie privée, partir plus tôt. Voilà. Il y a une, enfin, en tout cas, c'est facile de s'ajuster, en tout cas au niveau professionnel, à sa vie privée. Donc, c'est quand même très agréable. C'est un pays où il y a quand même encore pas mal d'opportunités professionnelles, même si je dirais que là, avec le Covid, enfin le post-Covid, du coup, c'est un petit peu plus, comment dire, délicat, enfin comme un peu partout, mais il y a des opportunités professionnelles qui continuent à arriver, notamment dans les secteurs porteurs, type informatique, construction, enfin ingénierie, la santé, l'agriculture, enfin voilà, il y a des secteurs qui sont porteurs, l'éducation aussi, voilà. Et enfin, c'est un pays avec une culture extrêmement fascinante et diversifiée. Euh, enfin voilà, c'est vraiment un pays où il fait très bon vivre, du coup, pour finir. Philippe, Il y a, tu il y a- voulais il y a ce qu'on rajouter? disait aussi par rapport aux opportunités, il y a la green list aussi, qui peut être aussi importante, la liste des métiers en tension, qui Oui, peut être aussi un bon indicateur sur les besoins qu'a le pays en main-d'œuvre. Et absolument. c'est une grille, je pense qu'on en parlera tout à l'heure, mais c'est une liste qui évolue de façon assez régulière. Tout à fait. J'ai un encart sur la green list tout à l'heure, donc je vous ferai un petit point dessus. Euh, donc, l'intérêt d'être accompagné par un conseiller en immigration. Alors, moi, je suis désolée, je ne suis pas une très bonne commerciale. C'est plutôt Philippe, mais pour faire court, je dirais que si vous êtes déjà passé par des processus, enfin des démarches d'immigration, c'est quand même un processus qui est
en général assez stressant. Et donc, le fait de passer par un conseiller en immigration, ça vous permet du coup de vous enlever un peu de stress lié à toutes ces démarches, puisque vous avez quand même une certaine forme de, comment dire, de garantie, de réassurance que la personne avec laquelle vous travaillez sait ce qu'elle fait. Voilà, donc vous évitez les erreurs. Vous pouvez éventuellement éviter de dépenser de l'argent dans des choses qui ne sont pas nécessairement utiles. Voilà, vous facilitez en fait votre dossier d'immigration, donc du coup vous améliorez ses chances de succès. Voilà, donc en gros, on n'est pas faiseur de miracles, c'est-à-dire que s'il y a des points noirs dans votre application, on ne pourra pas nécessairement faire en sorte que ça passe quand même, mais on peut complètement faire en sorte de tourner le dossier d'une façon qui lui donnera de meilleures chances d'être approuvé. Voilà, je dirais que c'est ça. Ce que je peux ajouter, c'est qu'on voit souvent sur les réseaux sociaux des gens qui donnent des conseils en immigration. Donc déjà, premièrement, c'est un métier réglementé, donc il faut faire attention à ça d'une part. Et d'autre part, le conseil en immigration va peut-être pas s'appliquer à votre situation personnelle. Donc, et en plus, les règles d'immigration changent assez régulièrement. Donc, c'est pour ça de passer par un conseiller ou une conseillère en immigration, ça vous permet d'être certain que vous êtes toujours qu'on s'appelle en relation avec le bon critère et la bonne règle qui est en cours. Les informations que vous trouvez sur les réseaux sociaux peuvent être vraies à un certain moment, mais ne peuvent pas forcément s'appliquer à vos situations personnelles. Exactement. La partie commerciale que j'ajoutais. Merci. Alors, avant de commencer vraiment sur le sujet qui nous intéresse ce soir, je vais juste faire un petit point donc, sur l'ANZSCO et la Green List. Donc, Philippe a déjà abordé la Green List, donc je vais commencer par ça. Donc, la Green List, c'est une liste des métiers qui sont en tension en Nouvelle-Zélande. Des métiers où il est admis qu'il n'y a pas suffisamment de Néo-Zélandais pour occuper ces postes. Et le fait d'avoir un métier dans la Green List, ça peut vous aider du coup à obtenir soit des visas de travail un peu plus facilement, et quand du coup on a un emploi dans la green list, ça permet d'accéder à des opportunités d'obtenir des visas de résident qu'on n'a pas quand on ne fait pas partie de la green list. Et du coup, pour faire partie de la green list, il ne suffit pas d'avoir juste un emploi sur la green list, il faut aussi remplir les critères de la liste pour la profession en question. Donc en fait, la green list répertorie les professions qui sont en tension et voilà, un set de critères en fait pour chaque profession. Et donc, il faut être en mesure de remplir les critères de la Green List pour pouvoir bénéficier des avantages de la Green List. La NZSCO, c'est une base de données du coup que se partagent l'Australie et la Nouvelle-Zélande et qui répertorie vraiment la plupart des professions qui existent, voilà, donc toutes les professions, et qui les classe en fait selon un niveau de compétence qui va de 1 à 5, 1 étant très qualifié et 5 étant peu qualifié. Donc les niveaux 1, 2 et 3 sont considérés comme qualifiés. Donc vous avez des exemples sur la slide de types de métiers qu'on peut retrouver dans chaque niveau. Et le fait d'avoir un métier du coup qui est considéré comme qualifié, ça permet aussi d'avoir des avantages où je dirais que quand on a un métier peu qualifié, du coup, on est beaucoup moins avantagé. C'est plus ça. C'est pas vraiment qu'on a des avantages quand on est qualifié, mais en tout cas, quand on ne l'est pas, du coup, l'immigration est plus difficile. Et je vais faire aussi un tout petit encart sur la NOL ou National Occupation List. Donc à ce stade, l'immigration utilise l'ANZSCO, donc la base de données qui partage avec l'Australie, pour certains visas, typiquement les visas de résidence qu'on va évoquer ce soir. Et la NOL, donc c'est une liste qui est en train d'être développée par l'immigration en collaboration avec plusieurs agences néo-zélandaises et qui va être spécifique à la Nouvelle-Zélande et qui est utilisée à ce stade principalement pour des visas type Accredited Employer Work Visa, donc un visa de travail. Euh, donc du coup, ça ne vous concerne pas nécessairement aujourd'hui, mais étant donné comment dire, il y a des professions qui sont aujourd'hui classifiées comme qualifiées dans la NOL, par exemple, et qui sont considérées comme peu qualifiées dans la NZSCO. Donc, si vous demandez d'abord un visa de travail et que vous allez ensuite demander un visa de résidence, c'est bien de s'assurer que votre profession est considérée comme qualifiée dans les deux listes. Alors, du coup, ce soir, on va parler principalement donc, de la catégorie Skilled Migrant. Donc, c'est un visa de résident.
Euh, donc, c'est un visa qui permet, du coup, enfin, la résidence en Nouvelle-Zélande permet du coup d'obtenir des droits qui sont similaires, on va dire, à un citoyen néo-zélandais. Enfin, je vous fais la version globale, mais en termes de droits, on est relativement proche. Donc, avec ce visa, vous pouvez travailler en Nouvelle-Zélande, enfin, voilà, pour qui vous voulez. En fait, vous pouvez travailler pour un employeur, vous pouvez monter une entreprise, être en freelance, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Vous pouvez du coup vivre en Nouvelle-Zélande sans qu'il y ait de limitation enfin, de durée, puisque les visas temporaires ont, eux, une durée spécifique. Vous pouvez étudier en Nouvelle-Zélande au tarif domestique, donc comme un néo-zélandais, que ce soit à l'école primaire, secondaire ou pour les études supérieures. Et vous pouvez inclure dans votre demande de visa de résidence votre conjoint et vos enfants à charge. Euh, Vous pouvez demander la résidence permanente après 2 ans. Donc la résidence en elle-même n'expire pas, mais après 2 ans, si vous voulez pouvoir vraiment rester de manière indéfinie, vous serez obligé quand même de demander la résidence permanente. Ça, c'est un sujet pour un autre live. Alors, les critères pour demander un visa sous la catégorie Skilled Migrant, c'est donc d'avoir 55 ans ou moins. Donc, 55 ans ou moins, ça veut dire que jusqu'à la veille de vos 56 ans, techniquement, vous êtes éligible. Il faut que vous ayez une offre d'emploi d'un employeur accrédité par l'immigration néo-zélandaise sur un poste qualifié, du coup, et à temps plein. Et temps plein en Nouvelle-Zélande, c'est à partir de 30 heures. Une semaine typique, c'est 40 heures, mais à partir de 30 heures, c'est déjà considéré comme du temps plein. Euh, donc, soit vous avez une profession de niveau 1 à 3 dans la NZSCO, auquel cas il faut que vous soyez rémunéré au moins à 35 dollars de l'heure, qui est actuellement le salaire médian. Sachant qu'il ne faut pas que vous restiez fixé sur 35, le salaire médian, c'est une valeur qui évolue en fonction du coût du salaire médian. Enfin, voilà, en Nouvelle-Zélande, plus les salaires montent, d'ailleurs, la tendance, évidemment, c'est que les salaires montent, puisqu'il y a beaucoup d'inflation, etc. Plus les salaires montent, plus le salaire médian monte également. Donc, du coup, c'est une valeur qui est amenée à évoluer. Il faut toujours vous reporter au salaire médian qui est applicable au moment où vous ferez votre demande, que ce soit de visa de travail ou de visa de résidence. Et si du coup vous avez une profession qui est considérée donc comme peu qualifiée dans la NZSCO, donc niveau 4 ou 5, à ce moment-là, il faut que vous soyez rémunéré au moins une fois et demie le salaire médian. Et à ce stade, ça fait 52,50 NZD de l'heure. Voilà, et il faut que ce soit un contrat permanent, donc CDI ou CDD, d'au moins 12 mois, sauf si vous avez donc des contrats de service. Bon, là, on rentre un petit peu dans la partie technique, mais voilà, si vous avez des contrats de service, il faut que ce soit plusieurs contrats successifs d'au moins 6 mois. Voilà, vous devez aussi obtenir 6 points sur l'échelle. En fait, il y a une échelle spécifique voilà, pour ce visa. Donc, je vais en parler dans la slide d'après, il me semble. Comme pour tous les visas, il faut que vous soyez en bonne santé et que vous n'ayez pas d'antécédents judiciaires. Ce n'est pas rédhibitoire d'avoir des problèmes de santé ou des antécédents judiciaires, mais du coup, si c'est le cas, il faut construire un argumentaire pour défendre le fait que les bénéfices pour la Nouvelle-Zélande seront supérieurs aux inconvénients potentiels. Surtout, Voilà. je peux ajouter le fait d'avoir des antécédents judiciaires, il faut mieux le déclarer en avant plutôt que ce soit l'immigration qui le découvre par la suite, parce que si l'immigration le découvre par la suite, pour eux, vous n'êtes plus quelqu'un de bonne foi et ce sera beaucoup plus compliqué après pour pouvoir récupérer la situation. Donc, si vous avez des problèmes judiciaires, il est préférable, ou des problèmes de santé, de le dire dès le départ et l'immigration en tiendra compte dans votre dossier. Le fait que vous ne le dites pas, ça sera aussi, ils en tiendront compte, mais pas de la bonne façon. Oui, tout à fait. Et c'est d'autant plus valable si vous commencez par un visa Working Holiday, par exemple, puisque le Working Holiday ne nécessite pas de fournir ni de visite médicale, ni de casier judiciaire. Il y a des gens qui ont tendance à ce moment-là à ne pas nécessairement donner toute la vérité, rien que la vérité, et qui se retrouvent ensuite à devoir faire une demande de visa de travail, voilà, à ce moment-là, ils sont obligés de fournir un casier judiciaire et une visite médicale, et c'est à ce moment-là que potentiellement l'immigration peut découvrir qu'il y avait des petites choses voilà, à prendre en compte et du coup être un peu moins clément sur la demande de visa de travail. Donc c'est vrai que, comme Philippe le précisait, c'est vraiment important de le déclarer. Et pour finir sur les critères c'est d'une demande de résidence, quelle qu'elle soit, mais voilà,
on est sur le skill migrant, il faut être capable de parler et de comprendre l'anglais, parce qu'en général, il y a un test d'anglais à fournir. Donc voilà. Donc, je vous parlais du fait qu'il y a une échelle voilà, pour ce visa. Donc, l'échelle est sur 6 points. Donc, il faut obtenir 6 points pour être éligible pour une demande de résidence sous cette catégorie. Donc, pour obtenir les points, vous avez donc comment dire, des facteurs. Donc, vous pouvez obtenir 3 points, enfin entre 3 et 6 points, sur la base de soit votre enregistrement à un ordre professionnel. Donc, en Nouvelle-Zélande, il y a effectivement, évidemment, les médecins, enfin voilà, toutes les professions de la santé, les professions légales comme les avocats, etc., qui ont aussi des ordres, mais il n'y a pas que ça. Par exemple, en Nouvelle-Zélande, L'architecte, les électriciens, les plombiers, les professeurs, voilà, l'architecte doivent aussi, être architecte, inscrits, voilà, les architectes. architecte. Enfin bon, il y a pas mal de professions qui doivent être inscrites à un ordre pour pouvoir voilà, exercer. Et donc, du coup, si vous devez vous enregistrer un ordre pour exercer, alors à ce moment-là, selon le niveau de qualification requis par cet ordre pour que vous puissiez exercer votre métier, vous pouvez gagner entre 3 et 6 points. Pareil avec les qualifications, donc vous pouvez obtenir, donc à partir du niveau licence, vous pouvez obtenir 3 points et un doctorat, ça vaut 6 points. Donc voilà, si vous avez une qualification au milieu, vous pouvez obtenir du coup entre 3 et 6 points. Et le dernier critère, c'est le niveau de rémunération. À partir de une fois et demi le salaire médian, donc à partir de 52, 50, enfin, je ne sais plus ce que j'ai dit, mais voilà, quelque chose comme ça, vous pouvez obtenir 3 points. Euh, et voilà, enfin, plus le salaire est haut et plus vous pouvez obtenir de points, voilà, par ce biais aussi. Sachant que donc ces critères-là ne peuvent pas être combinés entre eux, donc vous ne pouvez pas faire 3 points avec votre enregistrement professionnel et 3 points avec vos qualifications, par exemple, ça ne marche pas comme ça. Avec ces 3 critères, vous pouvez obtenir voilà, juste entre 3 et 6 points sur la base du critère spécifique. Si vous obtenez que 3 points parce que vous avez juste une licence, par exemple, vous pouvez obtenir les 3 points supplémentaires avec de l'expérience professionnelle qualifiée en Nouvelle-Zélande. Donc jusqu'à 3 points pour 3 ans d'expérience professionnelle. Euh, donc, le sujet, oups, pardon, le sujet de ce soir, c'est les nouveaux changements donc, qui ont été annoncés par l'immigration. Donc, ces changements ont été annoncés d'abord en septembre et puis il y a eu voilà, des précisions qui ont été apportées au mois de mars. Ces changements dont je vais vous parler seront introduits à partir du 24 août 2026. Donc voilà, on est un petit peu en amont, ce qui permettra à ceux qui sont intéressés de se préparer. Et donc, à partir du 24 août, du coup, il y a 2 nouvelles voies d'accès à la résidence qui seront introduites, donc toujours sous la catégorie Skill Migrant, mais avec voilà, des règles spécifiques. Et je dirais que ce qui change vraiment avec ces 2 nouvelles catégories, c'est que, donc, comme vous l'avez vu avant, comment dire, le focus était vraiment mis sur les diplômes, puisqu'il fallait voilà, un certain niveau de diplôme pour pouvoir obtenir des points, ou alors toujours un certain niveau de diplôme et un enregistrement en ordre pour pouvoir aussi voilà, obtenir des points. Donc, c'était vraiment très focalisé sur l'académique. Et là, en fait, avec les 2 nouvelles voies, ce sera beaucoup plus focalisé sur l'expérience professionnelle, ce qui va du coup permettre à beaucoup plus de personnes d'être éligibles. Donc, comment dire, le premier parcours, c'est donc le Skilled Work Experience Pathway. Donc, c'est une voie qui est destinée, du coup, principalement, voilà, comme vous le voyez, à des professions qualifiées sur les NZSCO, donc des professions de niveau 1 à 3, à des personnes qui ont au moins 5 ans d'expérience pertinente par rapport au poste qu'ils souhaitent occuper, dont au moins 2 ans d'expérience en Nouvelle-Zélande. Voilà. Et il faudra que les candidats soient rémunérés au moins 1,1 fois le salaire médian donc pendant leur expérience néo-zélandaise, ce qui correspond à peu près à 38,50. Je crois que c'est ce que j'ai mis voilà, sur la slide. Donc, comme je disais, ce visa va permettre de voilà, faciliter l'obtention de la résidence pour les gens qui ont de l'expérience et qui auparavant n'étaient pas éligibles parce qu'ils n'avaient pas les diplômes. Voilà.
Le deuxième du coup, parcours, c'est le parcours Trades and Technician. Donc, c'est un parcours qui va concerner davantage des métiers techniques et les artisans qualifiés. Donc, les critères qui ont été annoncés, c'est qu'il faut voilà, travailler donc un poste qui est sur la liste des Trades and Technicians voilà, Pathway, avoir une qualification au moins de niveau 4 ou supérieur et qui soit en rapport avec le poste que vous allez occuper. Pour vous donner un exemple, il me semble qu'un BEP, ça doit être un niveau 4. Certains bacs pro peuvent passer niveau. Voilà. Bon, disons que BEP bac pro, c'est possible que ce soit niveau 4. Et évidemment, si vous avez un diplôme plus élevé en France, alors à ce moment-là, vous pourrez aussi faire bah, de toute façon, en fait, pour que vous puissiez faire cette demande et que l'immigration puisse reconnaître que vous avez un diplôme au moins de niveau 4, vous êtes obligé de faire une équivalence de vos diplômes auprès d'un organisme qui s'appelle le New Zealand Qualifications Authority, NZQA. Et vous êtes obligé de demander ce qu'on appelle une IQA pour International Qualification Assessment. Et donc, en fait, le NZQA pardon, va prendre votre qualification française et déterminer un niveau équivalent dans l'échelle des diplômes néo-zélandais. Et donc, du coup, voilà, il faut que votre diplôme soit reconnu au moins au niveau 4 pour pouvoir bénéficier de ce pathway. Et il vous faudra aussi au moins 4 ans d'expérience après l'obtention de votre diplôme, dont au moins 1 an et demi en Nouvelle-Zélande, rémunéré au moins au salaire médian applicable pour le skill migrant, donc là actuellement 35 $ de l'heure. Voilà, donc comme vous le voyez, une fois de plus, l'idée c'est vraiment d'essayer d'ouvrir au plus grand nombre en fait la résidence, surtout pour que bah, des employeurs qui emploient aujourd'hui voilà, des charpentiers, par exemple, des builders, etc., qui sont quand même en demande en Nouvelle-Zélande, puissent en fait bénéficier de cette main-d'œuvre qualifiée, la garder, la sécuriser. Voilà. Voilà. Alors, un autre changement qui a été introduit, c'est les Red List et Amber List. Alors, ces listes, elles ont été créées pour pouvoir limiter un peu les abus et la fraude à l'immigration, éviter voilà, les faux postes qualifiés, et surtout pour pouvoir contrôler certaines professions qui sont identifiées un peu comme un risque, et donc du coup ajouter des restrictions supplémentaires pour ces professions. Donc la Red List, c'est la liste la plus restrictive. Donc les personnes qui ont des professions sur la Red List ne pourront pas utiliser les deux pathways dont je vous ai parlé avant, donc le Skilled Work Experience Pathway et le Trades and Technician Pathway. Ils seront du coup obligés d'utiliser le système qui existe actuellement, c'est-à-dire le système de 6 points, obtenir leurs 6 points par le biais d'un critère plus éventuellement de l'expérience. Voilà, ils n'auront pas trop le choix. Des exemples de professions sur la Red List, vous avez bah, des professions par exemple comme manager de magasin, masseur, enfin voilà, coiffeur, ce genre de profession est dans la liste rouge. Donc du coup, si vous avez un emploi sur cette liste, vous serez obligé de passer par la voie actuelle, enfin voilà, existante. La liste Amber, du coup, sera donc les personnes qui ont une profession sur cette liste pourront quand même accéder au Skilled Experience Pathway, mais avec des critères renforcés. Donc, au lieu de devoir prouver 5 ans d'expérience, dont 2 ans en Nouvelle-Zélande à un point, une fois le median wage, ils seront obligés d'avoir 5 ans d'expérience pertinente en Nouvelle-Zélande, dont 2 ans rémunérés au moins à 1,2 fois le median wage, soit actuellement 42 $ de l'heure. Donc voilà, les gens sur cette liste pourront quand même bénéficier du pathway, mais avec un peu plus de contraintes. Des exemples de professions qui sont sur la liste Amber, vous avez chef, boulanger, les managers d'hôtel, les gens qui sont dans le support informatique. Enfin voilà, il y a pas mal, enfin, il n'y en a pas tant que ça en fait, mais il y a quand même quelques professions qui sont sur cette liste Amber. Donc il faut quand même, typiquement, si vous avez un projet de résidence, penser, enfin essayer d'anticiper un petit peu, même au moment déjà de votre demande de visa de travail.
Alors, d'autres, je suis désolée, il y a quelqu'un qui a dessiné sur la slide. Euh, D'autres critères qui ont été annoncés, euh, c'est donc une extension possible du visa de travail. Donc, ce sera donc mis en place en 2027. Je suis désolée, je vais y arriver, hein. À partir de 2027, du coup, certaines personnes qui n'ont pas pu accumuler l'intégralité de l'expérience dont ils ont besoin sur leur visa de travail Accredited Employer Work Visa pourront bénéficier de maximum 12 mois supplémentaires pour pouvoir compléter l'expérience qui leur manque et ensuite devenir éligible pour la résidence. Donc voilà, ça se sera mis en place en 2027. Un autre changement important concerne du coup les qualifications. Alors, il y a deux changements. Le premier, c'est que les personnes qui ont obtenu un diplôme en Nouvelle-Zélande pourront bénéficier d'un point de plus que les diplômes étrangers équivalents. Donc, par exemple, si vous avez obtenu une licence en Nouvelle-Zélande, elle vaudra 4 points au lieu de valoir 3 points en Nouvelle-Zélande, si c'est une licence française, pardon. Euh, les exceptions, c'est les doctorats, parce qu'ils valent déjà 6 points, et donc vous ne pouvez pas avoir plus de 6 points pour la résidence. Donc, même si vous avez fait un doctorat en Nouvelle-Zélande, il vaudra quand même 6 points, et vous serez du coup éligible directement, enfin, à partir du moment où vous avez une offre d'emploi. Et les masters, dans certains cas, du coup, si vous avez un master que vous avez obtenu en Nouvelle-Zélande, vous aurez la possibilité soit de demander 5 points, donc ça c'est ce qui valent actuellement. Un master aujourd'hui dans le système actuel vaut 5 points. Ou alors si vous voulez obtenir le point supplémentaire pour qu'il vaille 6 points, il faudra que vous soyez en mesure de présenter aussi un diplôme de licence voilà, que vous pouvez avoir obtenu dans n'importe quel pays. Mais il faut que vous soyez capable de présenter à la fois le master et le diplôme de licence qui l'a précédé. Voilà. Et du coup, pour tout le reste des qualifications de niveau du coup 8 ou 9, il faudra nécessairement être en mesure de présenter une licence, ou enfin voilà, en France on dit licence, mais du coup ici on dit bachelor, donc licence ou bachelor, pour pouvoir obtenir des points du coup pour votre qualification. Donc ça, ce sera obligatoire. Euh, voilà, il y a aussi donc des changements sur le salaire. Donc avant, pour pouvoir demander la résidence, vous étiez obligé au moment de faire votre demande de résidence de vous mettre au niveau en fait du salaire médian. C'est-à-dire que, pour vous donner un exemple, quelqu'un qui était payé 32 dollars de l'heure, voilà, depuis le début, était obligé, pour pouvoir demander la résidence, de demander une augmentation à son employeur pour arriver à 35, qui est la valeur actuelle du salaire médian. Aujourd'hui, en fait, enfin, donc à partir voilà, je ne sais plus si c'est août ou si ça se sera mis en place en 2027, mais en tout cas, à partir du moment où ce sera mis en place, les personnes pourront utiliser le salaire médian qui était applicable au moment où ils ont commencé à obtenir leur expérience en Nouvelle-Zélande pour pouvoir faire leur demande de résidence, c'est-à-dire qu'ils ne seront pas obligés de se mettre à niveau. Le salaire, en fait, sera un peu figé au moment, au salaire qui était applicable au moment où ils ont commencé à accumuler leur expérience qualifiée. Voilà. Donc, même si le median wage augmente, ces personnes-là ne seront pas impactées par l'augmentation. Voilà. Le dernier changement, c'est que les tests d'anglais seront valides pour 5 ans pour les personnes ayant un enregistrement à un ordre professionnel reconnu, donc voilà, dont on vous a parlé tout à l'heure. Voilà, il me semble que c'est tout. Euh, donc du coup, pour voilà, juste faire une mini conclusion sur les points à garder en tête, si vous avez un parcours avec d'abord un visa de travail, puis par la suite un visa de résidence, essayez quand même d'avoir en tête votre stratégie de résidence au cas où vous ayez un emploi qui soit typiquement niveau 3 sur la NOL, donc National Occupations List, qu'utilise la Nouvelle-Zélande pour les visas de travail, mais que votre emploi est de niveau 4 sur l'ANSCO, qui est utilisé pour la résidence. Et aussi, gardez en tête que voilà, si votre emploi est sur la Red List ou sur la Amber List, du coup, il faudra que vous soyez capable d'anticiper un petit peu les difficultés que vous rencontrerez ensuite au moment de la résidence
voilà, pour pouvoir au mieux les contourner ou en tout cas faire en sorte d'éliminer les obstacles. Voilà. Et l'autre chose que je voulais vous dire, c'est que oui, en fait, donc à ce stade, les changements ont été annoncés, mais en fait, tant qu'on n'a pas ce qu'on appelle les instructions opérationnelles, c'est-à-dire les petites lignes en bas de contrat, voilà, tant qu'on n'a pas ces petites lignes, on n'a pas, comment dire, l'intégralité des réponses aux questions. Je ferai en sorte évidemment quand même de répondre à toutes vos questions, mais en réalité, tant que les règles concrètes n'ont pas été publiées, voilà, on est évité du coup de prendre des décisions sur la base, enfin des décisions un peu trop hâtives. C'est plus des indications que voilà, gravé dans le marbre. Voilà. Alors, au niveau du budget, donc pour demander la résidence, donc quelle que soit la catégorie, mais en l'occurrence le Skill Migrant, il faut d'office payer à l'immigration des honoraires de 6 450 $ néo-zélandais, sachant que pour la résidence, une seule application comprend tout le foyer, donc du coup conjoint et enfant à charge. Donc du coup, voilà, ce sera 6 450 pour toute la famille. Euh, Ce que vous devrez aussi factoriser, c'est qu'il y a possiblement une visite médicale et une radio des poumons si vous n'en avez pas déjà fourni ou si vous en avez fourni mais qu'elles ont expiré. Euh, il y a un test d'anglais en général à passer pour la résidence si vous ne l'avez pas déjà passé. Voilà, ou si vous avez obtenu si vous avez obtenu par exemple un diplôme néo-zélandais, en général, on n'a pas besoin de repasser de test d'anglais, mais voilà, si vous devez passer un test, il faut factoriser ce coût. Il me semble que un test IELTS, par exemple, c'est 450 $. Enfin, je crois que c'est à peu près ça. Si vous devez faire traduire des documents, donc si vous devez fournir des documents qui sont en français, vous êtes obligé de les faire traduire. Et si vous les faites traduire, du coup, vous serez obligé de payer. Et en général, ça dépend de la complexité du document, mais disons qu'on est entre 30 et 60 $ la page. Donc du coup, voilà, ça c'est aussi un coût à factoriser. Euh, pardon. Voilà. Si vous devez faire évaluer vos diplômes par le NZQA, vous devrez aussi payer pour cette démarche. Je crois qu'on est aussi autour de 450 $. Ça peut être plus si si vous demandez comment dire, des modules particuliers. Donc, si vous devez demander un extrait de casier judiciaire, alors en France, ils sont gratuits, mais voilà, si vous devez demander, je sais pas, en Australie, au Canada, enfin voilà, c'est des démarches qui ont un coût et évidemment un accompagnement éventuel par un professionnel si vous le souhaitez. Voilà, et du coup, effectivement, si vos conjoints et ou enfants postulent également, du coup, tous les enfants de plus de 16 ans doivent fournir des tests d'anglais. Les personnes de plus de 17 ans doivent fournir des casiers judiciaires. Donc, du coup, voilà, vous avez un petit peu leurs coûts aussi à rajouter. Voilà, pour finir, du coup, sur les offres d'emploi, donc vous avez sur la slide plusieurs sites voilà, des sites d'offres d'emploi. Donc, Seek et TradeMe, ce sont les principaux sites d'offres d'emploi. Vous avez aussi LinkedIn qui est très utilisé. Et ce qui marche très très bien en Nouvelle-Zélande, c'est le réseautage. Donc, si vous connaissez du monde voilà, qui travaille en Nouvelle-Zélande ou que vous avez travaillé par le passé, enfin voilà, tous les contacts que vous pouvez faire jouer, voilà, ça vous donne un avantage non négligeable. Et en Nouvelle-Zélande, du coup, il y a la French New Zealand Chamber of Commerce qui est très active. Donc, c'est la chambre de commerce française en Nouvelle-Zélande. Ils sont vraiment très actifs. Ils font beaucoup d'événements de networking, etc. Du coup, enfin, si vous êtes sur Auckland, en tout cas, je vous conseille vraiment de participer à ces événements de networking. Vous rencontrerez beaucoup de professionnels et ça peut aussi être une bonne porte d'entrée. Donc, n'hésitez pas voilà, à multiplier les événements business. Voilà. Euh, voilà, on est arrivé à la fin. Donc, c'est le moment, je pense, où on va regarder les questions que vous avez. Alors, je ne sais pas qui s'amuse à dessiner sur les slides, mais si ça ne vous dérange pas d'arrêter, ce serait super. Merci beaucoup. Et Philippe ou Marie, est-ce que vous voulez me dire s'il y avait des questions?